Voilà, je voudrais remercier les organisateurs pour cette réunion qui est toujours aussi sympathique et conviviale. Et je voudrais faire une petite réflexion à Alex, qui, lorsque je lui ai adressé mon idée de sujet, ne m'a rien dit. Et donc, je vous propose une réflexion non exhaustive sur la stratégie de prise en charge des commandes rétine, alors que Didier, hier, a fait une réflexion exhaustive sur la stratégie. Donc, je serai forcément très incomplet, mais je vais m'appuyer sur quelques réflexions qui m'intéressent. Donc, finalement, on peut revenir un peu sur parce qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment quand même, mais les enjeux et les caractéristiques du décollement de rétine qui nécessitent d'optimiser la stratégie de prise en charge. On peut quand même rappeler que c'est une pathologie grave, la présentation est très variée, le pronostic anatomique et fonctionnel reste quand même relativement incertain, les complications potentiellement nombreuses et graves, le handicap potentiel est majeur en cas d'échec, l'importance majeure du premier geste et de la première intervention et actuellement une stratégie thérapeutique, et on l'a encore bien vu dans nos discussions, qui est sans réel consensus, c'est très opérateur dépendant. À propos des chirurgiens, eh bien on en a parlé aussi, la courbe d'apprentissage est longue. Quel type d'apprentissage? C'est devenu effectivement un vrai sujet. Et puis on est confronté à nos habitudes, à notre expérience, à la limite de notre objectivité et parfois à certaines limites techniques, que ce soit nos limites personnelles, les limites du bloc opératoire, les limites des conditions et du matériel. Donc j'ai choisi de me concentrer sur quelques questions éventuellement à controverse. Donc la place du traitement mini-invasif, donc la rétinopexie pneumatique, la place de la cryonisation, donc c'était comme le gros sujet de la journée d'hier. Quelle chirurgie selon le statut cristallinien? Peut-on faire une vitrectomie complète sans indentation à la lampe à fente? Le traitement des déchirures inférieures et de la rétraction inférieure? Quelle huile de silicone choisir? Et peut-on encore proposer une indentation cerclage? La littérature est abondante, elle est divergente, les modélisations sont quasi impossibles. Les études randomisées, on l'a vu, sont aussi extrêmement difficiles et il y en a très peu. Donc je me suis basé sur, évidemment, une revue des études. La plupart des études que je cite ont déjà été citées par Didier hier. Que peut-on considérer comme un décollement des rétines simple? On l'a vu, c'est essentiellement un sujet FAC, pas de PVR, une petite déchirure supérieure, unique. Pas de décollement postérieur du vitré, c'est en général des sujets plutôt jeunes. Que donne la rétinopexie pneumatique? Eh bien, un succès en une intervention, finalement, un taux de succès finalement relativement faible, aux alentours de 66-68%. 77% des échecs sont réappliqués en une intervention selon l'étude de Iannuzzi, et 13% sont liés à une nouvelle déchirure. Le statut vitréen est important. Si on a un DPV, la bulle ne peut pas maintenir le contact entre la rétine et le P, et le risque de nouvelle déchirure est évalué à 30-35% selon cette étude. Le statut vitréen doit donc être vérifié en préopératoire, éventuellement. Alors, à l'examen, Didier l'a bien rappelé, l'importance de l'examen clinique. Ça reste évidemment le principe de base, et puis on peut s'aider éventuellement, en cas de doute, des examens d'imagerie. Le DPV survenant en post-opératoire est un facteur de nouvelle déchirure. Donc dans ma pratique, je le fais vraiment très très rarement. Dans les études que j'ai relues, on appelle ça souvent, et Didier l'a rappelé hier, les Américains font ça au cabinet. Dans les études, ils appelaient ça la prise en charge du week-end. Voilà, donc quelque chose de plutôt pratique qui souvent conduit à une réintervention. Quels sont les meilleurs critères associés au succès de la cryo-indentation? Probablement plutôt le patient FAC, DR primaire non compliqué, la déchirure périphérique accessible,
PVR inférieur à C, macula plutôt on, un vitré assez clair, LDR pédiatrique évidemment, mais c'est à part. Donc ça, ce sont les meilleurs critères. Ça ne veut pas dire qu'évidemment qu'on est obligé de se limiter à ces critères. Les résultats selon le statut cristallinien, chez les facs, on a moins d'échecs, 15,2 selon l'étude citée. Chez les pseudo-facs, on est plutôt aux alentours de 25%, avec des récidives par PVR, et cela étant souvent lié à une visualisation moins bonne de la périphérie rétinienne. Les complications, on peut en parler, on n'en a finalement pas tant parlé que ça. Les complications liées au drainage, je ne sais pas si tout le monde draine, ponctionne les maculas off, mais la survenue d'hémorragie rétromaculaire sur drainage de macula off peut arriver et c'est toujours assez ennuyeux. Les autres complications, bon, pour avoir un décollement choroïdien ou une incarcération de vitré, il faut quand même y aller fort et c'est quand même relativement rare. Évidemment, il existe toujours les problèmes de mauvaise position de l'indentation. Le problème du fluide persistant aussi, on a tous eu, je pense, des cas de fluide persistant. Quand c'est des bulles, ça se présente souvent sous la forme de bulles multiples qui se résorbent très lentement. Quand c'est périphérique, c'est pas très grave. Quand c'est rétrofovéolaire, ça l'est un peu plus d'un point de vue fonctionnel. Donc dans ma pratique, j'ai essayé de respecter au mieux les critères de meilleur succès, mais évidemment, je ne m'interdis pas de pousser l'indication lorsqu'elle est bonne, malgré ces critères, et cela étant appuyé par un examen clinique précis, comme il a été précisé hier. Je pense que la cryo-indentation est probablement mal vendue. Hier, Didier disait que l'échec, peut-être qu'un de ces échecs, c'est d'avoir pas su vendre correctement ou pas su avoir une adhésion suffisante à la cryo-indentation. Eh bien, effectivement, je pense qu'il faut essayer de la vendre mieux. Moi, quand j'en parle avec les jeunes, je leur parle d'une chirurgie un peu... Pour moi, au début, ça a été magique, la cryo-indentation. C'est-à-dire recoller une rétine sans rentrer dans l'œil, quelques manœuvres externes, on attendait le patient le lendemain au contrôle post-opératoire, on l'appelle, on dilate la pupille, on ne sait pas, il va être recollé, pas recollé, on l'examine, il est recollé, on trouve ça génial. Je trouvais ça vraiment exaltant avec mon co-assistant, Jean-Christophe Badet, que tu as connu, Didier. On se mettait des vrais challenges cryo-indentation, on examinait les patients tous les deux, on faisait des schémas, on posait une indentation, deux indentations s'il y avait deux zones décollées, et je veux dire qu'on se régalait vraiment avec ça. Et aujourd'hui, au bloc opératoire, on a évoqué hier le bloc opératoire, les difficultés de faire de la cryo-indentation, j'ai pas bien compris, des anesthésistes ou je sais pas, des conditions de bloc qui seraient pas favorables. Alors, moi, quand je fais une cryo-indentation au bloc, mes EDOP, les infirmières, même les anesthésistes trouvent ça génial. Tu vas recoller une rétine, tu rentres pas dans l'œil, mais c'est un truc dingue. C'est le côté magique de cette chirurgie. Ça devrait nous stimuler à fond. Et je pense que peut-être la SCRV pourrait se payer une agence de com pour vendre pour vendre la cryo-indentation, mais c'est un vrai truc quoi quand on commence. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un maître en la personne de Jean-Paul Béraud, qui était un fanat de cryo-indentation et qui nous a vraiment lancé là-dessus à fond. Donc voilà pour la cryo-indentation, c'est génial et c'est beaucoup de bons souvenirs pour moi dans les débuts de ma carrière. Donc là, c'est une petite vidéo, voilà pour dire que je suis plutôt adepte des indentations localisées. J'utilise beaucoup le rail 20 pour ses capacités à se déformer avec finalement relativement peu de tension. Donc voilà, je fais, comme ça a été cité, toujours une ponction, le drainage le plus complet possible, surtout si la macula n'est pas décollée. Donc c'est repérage, cryo, ponction,
mise en place de l'indentation et injection d'une bulle d'air ou de gaz. Voilà, ici faire attention aux zones de scléromalacie. Ça m'est déjà arrivé de passer à travers avec une sonde de cryo. Parce qu'on n'a pas tout à fait abordé le sujet tout à l'heure. Andrei voulait parler de la cryo, puis finalement ça n'a pas été fait, mais voilà, c'est pour dire à Alex, la cryo, quelquefois ça peut passer à travers et ça m'est déjà arrivé une fois. La vitrectomie périphérique, donc on l'a dit, elle permet de raser la base du vitré, d'identifier toutes les déchirures, c'est quand même le problème, et en particulier, puisqu'on parlait pas mal de la vitrectomie chez le pseudophaque, et les déchirures non vues, ça reste un problème. Réduire le risque, évidemment, de PVR. Alors, les techniques, il n'y en a qu'une, hein, c'est à la lampe à fente. Je déplore chez les plus jeunes qui arrivent chez nous, c'est la vitrectomie sous lentille panoramique. C'est l'infirmière le soir, des commandes rétine le soir, l'infirmière qui vient d'une journée difficile, elle était en urologie toute l'après-midi et elle vient aider pour un décollement de rétine le soir. Et elle prend cher avec un jeune qui lui dit un dent là, non c'est pas là, non c'est à côté. La vitrectomie périphérique sous lentille panoramique indentée par l'aide opératoire, je comprends pas. Donc la vitrectomie périphérique, c'est sous indentation à lampe à fente, ce qui sous-tend qu'on a une lampe à fente, idéalement une lampe à fente externe. Les microscopes de dernière génération le proposent en option et je pense que ça ne devrait pas être une discussion. Donc là, petite vidéo, juste, alors, ça sort un peu moins bien là, à l'écran ce genre de vidéo, mais voilà, peu importe les indications, là, c'est juste pour montrer des images et juste pour rappeler que j'ai appris à l'école Béraud du Cournot, donc c'est effectivement sur les zones périphériques, il faut vraiment bien libérer les tractions et il faut bien explorer. C'est de la fréquence basse, c'est des débits faibles. Alors Didier parlait de débit de 1,6, 1,7. Moi, je suis un petit peu plus haut, souvent pression positive. Et donc, évidemment, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que ça marche bien. Et voilà, ça n'empêche pas de temps en temps de faire une petite iatrogène. Mais une petite iatrogène, finalement, la iatrogène versus une belle vitrectomie bien faite, même si on fait une petite iatrogène, voilà, eh bien, c'est finalement pas si grave. Le traitement des déchirures inférieures. Donc là, j'ai sorti une méta-analyse de 2023 qui me paraissait la plus complète. Donc quand ils ont tapé vitrectomie et déchirure inférieure, il est sorti 542 études. Ils ont retenu 15 études et les données individuelles des patients ont pu être collectées pour 8 études sur 15. Donc ça, on revient encore sur ce qu'on a dit hier. Pas évident de trouver les bonnes études avec toutes les données préopératoires, les données post-opératoires parfaitement colligées. Finalement, des études comme ça, il y en a très très peu. Donc à l'exclusion, myopie forte, géant de dialyse. On avait à la fin un groupe vitrectomie de 772 cas versus vitrectomie plus indentation, puisque c'est sur ce sujet que je voulais insister. Le gaz c'était essentiellement des vitrectomies gaz avec SF6 et la réapplication après une intervention était de 89% pour la vitrectomie sans indentation, 77% avec indentation et finalement avec une intervention au moins supplémentaire, on arrivait à des différences non significatives. Dans ma pratique, je n'utilise pas du tout l'indentation avec la vitrectomie, j'utilise pour les déchirures inférieures plutôt du C2F6 avec un positionnement du patient. Pour le traitement de la rétraction inférieure, je suis plutôt un adepte de la rétinectomie inférieure associée à l'huile lourde. De la même façon, par rapport aux indentations sclérales, sur 2 méta-analyses et 44 études, l'indentation localisée n'apporte pas de différence significative avec la vitrectomie sans indentation et le cerclage non plus. Alors bon, là j'ai repris une phrase, c'est un peu de la provocation évidemment.
C'était une phrase de mon maître qui voulait toujours insister sur l'idée qu'il fallait faire des vitrectomies complètes. Une vitrectomie complète, ben, ça prend du temps, c'est un peu plus long. Et donc, j'entends parfois des gens qui m'expliquent qu'ils arrivent à faire une vitrectomie pour des commandes rétine en 20 minutes. Bah, moi, j'y arrive pas. Moi, en général, une vitrectomie bien faite, un traitement complet, ce serait plutôt 40 minutes. Il n'y a pas de course au temps, on a toujours le temps de faire les choses bien. Voilà. Mais bon, par rapport au cerclage, évidemment, il n'y a pas d'avis tranché. C'est une question d'expérience personnelle, de ce qu'on a pu voir dans des cerclages qui ont laissé des complications, qui sont mal passées. J'ai récemment repris 2 patients qui avaient des cerclages au Miragel. Bon, on a envie de pleurer, mais bon, par rapport au cerclage, c'est un choix. On préfère la chirurgie interne ou la chirurgie externe, c'est-à-dire on adapte le globe à la rétine ou la rétine au globe, et il n'y a certainement pas d'avis tranché, et je respecte tout à fait l'avis des gens qui préfèrent poser un cerclage. J'avais cette discussion hier soir avec Guy Lelouache qui me rappelait que lui, il préférait largement adapter le globe à la rétine. Donc là, une petite vidéo de rétinectomie inférieure, voilà, c'est ce que je pratique souvent, rétinectomie et laser de tamponnement d'Anciron. La rétinectomie, il faut qu'elle soit large, il faut qu'elle fasse en général au moins 180 degrés. Et pour les cas vraiment, mais bon, là, quand on est vraiment dans l'échec, hein, c'est de la rétinectomie 360 degrés silicone, mais là, on est d'accord qu'on est dans l'échec thérapeutique, qu'on ne retouchera pas à l'œil, qui restera sous silicone. Donc silicone à demeure égale échec de traitement. Bon, je vais passer parce qu'il n'y a pas de... sur la droite, j'utilise aussi volontiers la membrane amniotique lorsque ces décollements par rétraction sont associés à un trou maculaire par rétraction. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé de la décaline. Alors, j'en utilise quasiment jamais. Et même maintenant, pour ces membranes amniotiques, je n'utilise plus de décaline. Je draine sous air et je mets la membrane amniotique une fois que la rétine est à plat sous air. En tout cas, c'est vraiment un outil assez génial pour prévenir les atrophies fovéolaires, les résultats en flat open. Voilà, donc silicone, évidemment. Alors, quelle huile de silicone? On peut discuter aussi éventuellement. Il y a des adeptes de l'huile 5000. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans cette salle. J'en fais pas partie. Je sais que certains l'utilisent dans les tamponnements à demeure et qu'elle fait moins d'émulsion, elle est plus stable, mais elle est aussi, si on devait la retirer, beaucoup plus difficile à retirer. Je suis un adepte par contre de l'huile lourde, on en a parlé hier, donc du Danciron pour tout ce qui est rétraction inférieure, et c'est un petit peu plus difficile à retirer, mais finalement on a adapté nos techniques et ça marche très très bien. Donc j'ai voulu faire un petit arbre. Bon, c'est toujours un peu délicat de faire un arbre stratégique parce qu'évidemment en médecine comme en amour, ni jamais ni toujours, j'ai pas dit que chez le pseudophaque je ferai obligatoirement de la vitrectomie. Je me réserve évidemment la possibilité de faire des cryo-indentations chez les pseudophaques, mais c'est vrai que ma tendance est plutôt à la vitrectomie chez le pseudophaque. Et donc plutôt huile lourde dans les rétractions inférieures pour les cas un peu particuliers. J'utilise volontiers les rétinectomies et maintenant les greffes de membrane amniotique. Voilà, merci de votre attention.